On reprend directement le fil de notre exploration de ce fameux concept, tu sais, cette idée de l'intelligence collective hyperactive. Ah ouais, le fameux flux de travail qui ne s'arrête jamais. Exactement. Ce modèle où tout passe par une communication incessante, totalement déstructurée. On a vraiment fini par accepter ça comme une fatalité aujourd'hui, genre c'est le prix à payer pour bosser. C'est clair. On se dit que c'est indispensable pour être réactif, pour être un bon pro. Voilà. Sauf que la vérité brutale de cette analyse, c'est que ça sabote purement et simplement notre productivité. Et en prime, ça détruit notre bien-être. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment cette illusion d'efficacité absolue. Tu vois, envoyer un message sur Slack, ça prend 1 seconde, donc le cerveau fait un raccourci. Il se dit que ça avance super vite. C'est ça, on confond totalement la vitesse de l'outil avec la vraie création de valeur. Sauf que notre cerveau, enfin nos neurones, ils n'arrivent pas du tout à suivre ce rythme saccadé. Et les conséquences sont dramatiques, en fait. J'ai envie de parler de cette anecdote de Sean dans le texte. C'est l'histoire du cofondateur d'une agence à Londres. Il n'était que 7. Ouais, une toute petite équipe. Bah oui, à 7, tu te dis que c'est facile de communiquer, sauf qu'il faisait tout passer par Gmail et Slack. Et c'est devenu un cauchemar absolu. J'imagine bien, tout le monde est noyé. C'est pire que ça. Sean recevait et envoyait des messages jusqu'à 1 heure du matin parce qu'il ne pouvait bosser sur ses vrais dossiers que la nuit. Il y a un de ses employés qui est venu le voir carrément angoissé par ses envois nocturnes. Ah, l'angoisse de voir la pile s'accumuler pendant que tu essayes de dormir. Totalement. Et le résultat, c'est que du jour au lendemain, bam, 2 de ses chefs de projet ont fait un burn-out clinique et ont démissionné. Juste à cause de la méthode de communication. Ça fait froid dans le dos, vraiment. Et ce qui est fou, c'est que la science prouve ce basculement. Les données de la chercheuse Gloria Mark sont assez incroyables là-dessus. Ah oui, alors regardez comment on bossait avant, c'est ça, hein. Exactement. Entre 1965 et 1984, le travail de bureau individuel, c'était à peine 20% du temps. Et l'interaction sociale, c'était 40%, mais dans des réunions. Des réunions. Mais aujourd'hui, on déteste les réunions. On dit toujours que c'est une perte de temps. C'est là qu'est le paradoxe. À l'époque, ces réunions duraient en moyenne 42 minutes. Ah d'accord. Donc c'était pas des trucs de 5 minutes sur le coin d'une table. Pas du tout. 42 minutes enfermées dans une pièce, ça laisse le temps de poser un vrai contexte, de débattre, de régler un vrai problème. Et après, boum, tu retournes à ton bureau tranquille. T'avais la paix pour bosser, quoi. Voilà. Mais entre 1984 et 2002, avec l'arrivée massive de l'email, la tendance s'est complètement inversée. La fragmentation est devenue inouïe. Les fameuses 3 minutes, c'est ça? Ouais, aujourd'hui, on change de tâche toutes les 3 minutes en moyenne. Et on consulte notre messagerie toutes les 6 minutes. Ce qui fait, attends, un nombre hallucinant par jour. Environ 77 fois par jour. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que, imaginons la situation suivante. On essaie de lire un roman complexe, genre du Dostoïevski. Bon courage. Ouais, il faut être hyper concentré. Et là, toutes les 3 minutes, quelqu'un vient te taper sur l'épaule pour te montrer une photo de son chat. Ou pour demander où sont les stylos. L'horreur. Puis la personne repart, tu te replonges dans le bouquin et bam, 3 minutes après, une nouvelle tape sur l'épaule. N'importe qui finirait par devenir fou, en fait. Mais carrément, ou par jeter le livre par la fenêtre. Et c'est exactement ce qu'on fait à nos cerveaux au bureau. Comment on peut espérer produire de la valeur dans des conditions pareilles? C'est impossible. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le résidu d'attention. À chaque fois que tu regardes la photo du chat, ou Slack, un bout de ton cerveau reste accroché là-bas. Donc ça ne bousille pas que la productivité, c'est aussi une attaque directe contre la santé, non? Donc oui. Et là, les preuves physiologiques sont fascinantes. Ils ont mis des moniteurs de fréquence cardiaque sur des employés. Ah ouais, carrément des capteurs cardiaques au bureau, quoi. Ouais, et le constat est net. Plus on passe de temps sur ces emails, dans une heure donnée, plus la variabilité du rythme cardiaque montre un stress aigu. Le cœur s'emballe. C'est fou. Le simple fait de lire du texte sur un écran fait paniquer notre cœur. Et ils ont aussi utilisé des caméras thermiques, c'est ça? Exactement. Et les images montrent que quand la personne gère ce flux incessant d'emails, son visage s'échauffe, la chaleur monte. Donc le corps réagit comme s'il était agressé physiquement. C'est la réaction de lutte ou de fuite, oui. Le corps ne fait aucune différence. Mais attends, là on nous a toujours dit que la solution ultime était de traiter ces emails par bloc. Une fois le matin et une fois le soir, non? Le fameux batching. Alors oui, c'est le grand conseil classique de productivité. Sauf que les données montrent que c'est une catastrophe pour les gens anxieux. Ah bon? Hein? Ceux qui ont un haut niveau de neuroticisme, comme ils disent. Exactement. Pour eux, bloquer l'accès aux emails, c'est laisser l'angoisse monter pendant des heures. Ils imaginent que la pile grandit. Ah, l'anticipation les ronge en fait. Voilà.
Et quand ils ouvrent enfin ce gros lot d'emails, le pic de stress est gigantesque. Ils ont même analysé le texte de leur réponse avec un logiciel, le LIWC. Un logiciel linguistique, c'est ça. Et ça a donné quoi? Ça a prouvé que sous cette pression du lot, ils utilisaient beaucoup plus de mots liés à la colère et à l'hostilité. Leurs emails devenaient super agressifs. Ouais. Donc en voulant bien faire, ils cassaient l'ambiance au boulot. Cela soulève une question importante quand même. Pourquoi on est physiologiquement incapable d'ignorer un petit chiffre rouge sur une appli? C'est qu'un outil de travail bon sang. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, ça devient très logique. C'est de la psychologie évolutionniste pure. Tu veux dire l'époque des cavernes? Exactement. Notre cerveau humain s'est développé au Paléolithique. À l'époque, la survie dépendait de la tribu. Si t'étais tout seul dans la savane, t'étais mort. Voilà. Donc, ignorer une interaction sociale dans la tribu, c'était risquer le bannissement. Et le bannissement, c'était mourir de faim. Du coup, notre cerveau réagit à Slack comme à un risque de famine. C'est dingue. C'est notre circuit neuronal primitif, oui. Il interprète le collègue qui attend une réponse comme un membre de la tribu. L'ignorer déclenche une alarme de survie. Et c'est ça qui explique cette boule au ventre qu'on a le soir ou le week-end quand on voit une notif. Tout à fait. L'alarme de survie ne s'éteint jamais vraiment. D'autant plus que l'email a m'enlevé un truc crucial, la friction. J'adore cette anecdote du scientifique dans le texte. Ah oui, celui qui se faisait harceler par son patron. C'est ça. Le gars essayait de préparer son laboratoire à un truc hyper minutieux et son patron n'arrêtait pas de l'interrompre avec des petits emails toutes les 5 minutes. Et son efficacité était réduite à néant à cause des résidus d'attention, encore une fois. Sauf que, pendant une expérience, le serveur email a été coupé net pendant 5 jours. Plus rien. Et le patron n'est jamais venu le voir, c'est ça. Pas une seule fois. Alors que son bureau était à 2 portes de là. Bah oui, parce que ça demande un effort. C'est l'importance vitale de la friction. Avant, pour poser une question, il fallait se lever, marcher, interrompre la personne en face. Et affronter son regard agacé. Exactement. Cette friction physique agissait comme un filtre. On se demandait inconsciemment si la question valait vraiment le déplacement. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce qu'en enlevant ce coût physique, avec cette communication gratuite et instantanée, on s'est mis à déléguer à tout va. On pose des questions futiles, sans aucun filtre. On génère artificiellement une charge de travail énorme qui n'aurait jamais existé avant. Donc la technologie n'a pas juste déplacé le travail, elle l'a carrément multiplié. Du coup, quelles sont les implications concrètes? Comment on se sort de ce piège cognitif sans retourner aux signaux de fumée? Eh bien, on peut regarder le cas de Devash. C'est d'une super étude de cas. Ils dirigeaient une boîte et ils étaient noyés sous Gmail. C'est ça. Et il est passé à la méthode séquentielle, avec des tableaux Trello. Voilà. La différence cognitive est énorme. Dans une boîte mail classique, tu as 10 projets qui s'entassent au même endroit. Ton cerveau doit changer de contexte toutes les secondes, c'est épuisant. Alors qu'avec Trello, le travail redevient séquentiel. Tu ouvres une carte de projet spécifique et toute la communication est là-dedans, cloisonnée. Donc tu vas sur la carte quand tu es prêt à bosser sur ce sujet, en mode asynchrone. Exactement. Tu choisis ton moment. Et pour limiter encore les dégâts, certains dirigeants imposent la règle de l'email court. Ah oui, l'email qui ne doit pas dépasser la taille d'un texto. C'est brillant parce que ça force à utiliser le bon canal. Si c'est trop complexe pour tenir dans un texto, bah tu décroches ton téléphone ou tu fais une réunion. Ça remet de la friction là où il en fallait. Tout à fait. Mais attention, le conseil le plus crucial ici, c'est d'agir avec subtilité. Il vaut mieux modifier ses habitudes de travail de façon discrète. Pas de grand message automatique à la Tim Ferriss, quoi. Surtout pas. Annoncer ses limites avec un autorépondeur agressif, ça génère paradoxalement beaucoup d'anxiété et de frustration chez les collègues. Les gens se sentent rejetés ou ralentis. C'est ça. Alors que si tu mets juste un peu plus de temps à répondre sans rien dire, les attentes de l'équipe s'ajustent naturellement, sans drame. L'action silencieuse, c'est puissant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On en revient au sociologue Neil Postman qui disait un truc très juste. Oh, sa théorie sur la technologie. Ouais, il expliquait que la technologie n'est pas additive, elle est écologique. Ça veut dire qu'elle ne s'ajoute pas simplement à notre environnement. Voilà. L'email n'a pas été juste un petit plus posé sur l'ancien bureau des années 80. Il a créé un environnement entièrement nouveau. Un environnement qui, malheureusement, s'avère complètement inadapté à notre cerveau et source de souffrance. C'est clair. Et ça laisse une dernière réflexion un peu vertigineuse en suspens. Ah oui? Si la simple absence de friction a pu créer autant de travail artificiel avec un simple email, quelles autres technologies actuelles sont en train de remplir nos journées de tâches fantômes sans même qu'on s'en rende compte? Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.